tous, bonjour à ceux qui sont en ligne et bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent. On va aborder un nouveau sujet de l'entrepreneuriat. On a eu beaucoup de questions aujourd'hui et grâce aux 3 femmes qui me rejoignent, qui sont avec moi sur scène, on va aborder un sujet bien particulier que vous connaissiez forcément, qui est l'entrepreneuriat au féminin. C'est un sujet large. Alors, je le rappelle pour ceux qui vont avoir peur de ça, il n'est pas question de faire une conférence féministe. Bien au contraire, en fait, c'est de faire des constats, de voir et de vivre avec vous votre expérience féminine de chef d'entreprise. D'ailleurs, je tiens vraiment à vous remercier toutes les 3 d'avoir pris ce temps de venir nous voir, de prendre aussi le temps d'expliquer comment vous vivez cette vie de chef d'entreprise. Donc vraiment, je sais que vous avez un agenda toutes les 3 très chargé. Donc merci beaucoup. Et je sais aussi que vous avez des parcours qui sont à la fois similaires, mais que vous avez monté votre boîte à différents moments. Donc ça aussi, ce sera intéressant de le voir et de transmettre tout ça à nos spectateurs, on va dire, en direct. Juste avant de vous laisser la parole, je voudrais juste faire encore parler de ces quelques constats qu'on a. Il faut savoir qu'en 2017, en fait, c'est un constat de l'INSEE, il y avait dans la tech et le numérique, il y avait seulement, sur 10 entreprises, il y avait seulement 4 qui étaient créées par des femmes. C'est un constat, c'est un chiffre qui a tendance un peu à augmenter. Vous êtes là aussi pour en témoigner, mais voilà, c'est un petit constat qui est là, qui est présent, et il est important de le souligner. De même, autre constat très emblématique pour nous à Euratechnologies, parce qu'on essaie de faire bouger les choses. On a eu notre dernier appel à projet qui s'est clôturé cette semaine, le 13 septembre pour être précise. On a eu 205 candidatures et on a eu à peu près 25%, donc grosso modo 48 à 50 candidatures de femmes qui ont décidé en fait de se lancer. Voilà, donc on essaie vraiment à Euratechnologies de bouger les choses. Il faut savoir que on s'engage à vos côtés, mais on lance aussi, chaque année, on anime un événement qui s'appelle Numériquel. C'est un événement annuel, régional, qui est destiné vraiment à des collégiennes et des lycéennes. Et le but, en fait, c'est de leur montrer que oui, c'est possible à leur tour d'entreprendre, de mener des projets dans tout ce qui est tech et numérique. Parce que vraiment, ce sujet-là, de la tech et du numérique, ça peut être un sujet, Sophie, tu nous en parleras, un sujet qui est porteur pour les femmes, à mon sens, dans l'entrepreneuriat. Mais je vais tout simplement vous laisser aussi la parole, mesdames. Donc, on va peut-être commencer par Sophie. Sophie, est-ce que tu peux tout simplement te présenter, nous expliquer ton projet et aussi ton parcours ? Donc, bonjour, donc, moi je suis Sophie Timmerman et je suis la cofondatrice d'Oriente-toi. Donc, Oriente-toi qui est un outil ludique d'aide à l'orientation scolaire et professionnelle. Moi, à la base, j'ai commencé par de l'apprentissage. J'avais 16 ans. J'ai commencé par un secteur qui était aussi masculin, qui était un secteur de la logistique, et là aussi, qui manque de femmes, et qui manquait encore plus de femmes à l'époque. Et ensuite, j'ai fait donc, différents contrats dans différentes entreprises. Et je suis arrivée dans le numérique par le biais des métiers des ressources humaines et de l'accompagnement des jeunes pour les placer en entreprise dans le domaine du numérique. Et j'ai ensuite décidé donc, de créer mon entreprise par la suite, une fois que mes enfants étaient déjà plus grands. C'est ce que j'allais te poser comme question. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu, dans ta vie personnelle, déclencher, faire en sorte que tu as osé te lancer ? Alors, il y a eu une rencontre avec mon associé et dans une précédente start-up dans laquelle, autour d'un café, j'ai parlé de mon projet. Je faisais aussi du coaching en orientation. Je lui parlais de mon projet par le jeu, de faire jouer les jeunes pour pouvoir détecter leurs talents à travers donc, des mini-jeux. Et, donc, mon associé est data scientist, vous avez peut-être vu ce matin. Et par rapport à ça, l'idée était de se dire pourquoi pas créer notre entreprise ensemble, en tout cas de tester, savoir si ça fonctionne, si on peut créer un modèle donc, d'intelligence artificielle basé sur le jeu pour créer notre entreprise et voir si, en effet, il y avait un besoin. Et j'étais, moi, à une période de ma vie où mes enfants étaient un petit peu plus grands, avaient, on va dire, un peu moins besoin de moi au quotidien, et où je pouvais financièrement me lancer. Donc, tu as attendu, tu me disais qu'ils aient des projets, que tu puisses aussi être un peu plus libre, on va le dire, de tes enfants pour pouvoir te lancer. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que malgré tout, l'investissement en temps et l'investissement financier, le risque, on va dire peut-être
plus que l'investissement financier, le risque financier qu'on prend quand on quitte le modèle du salariat pour le modèle de l'entrepreneuriat fait que ça pèse aussi sur les familles et c'est important de le faire, on va dire, sereinement. Et moi, j'avais besoin d'être sereine par rapport à mes enfants et par rapport au fait de devoir ou pas financer leurs études. Ça coûte cher, les études des enfants, quand on ne peut pas obtenir les bourses. Et donc, il fallait que je sois sûre de pouvoir me lancer sans me dire, si jamais elles doivent faire des études, le risque, et que je dois financer leurs études, il y a un risque, si je suis entrepreneur et que je ne peux pas me verser de salaire, de plus pouvoir financer ou faire un prêt étudiant et d'être caution. Donc c'était important pour moi de pouvoir le faire sereinement une fois que mes enfants avaient déjà lancé leur projet. Merci. Je vois que vous croisez un peu au niveau des regards. Je vois Laurence, je réagis forcément avec ton parcours. Je vais te laisser te présenter aussi, présenter ton projet, mais aussi à réagir par rapport à ce que vient de dire Sophie, parce que je crois que tu as aussi des enfants grands, on va dire, j'allais dire en grand âge, mais grands et qui t'ont permis de te lancer aussi à ton tour. Oui, il y a des points communs. Donc, je m'appelle Laurence Joly, j'ai créé la société Agilipi il y a presque 2 ans. Ça fera 2 ans à la fin du mois de septembre. Et je suis en train de créer un autre projet avec un associé que j'ai rencontré ici à Euratech qui s'appelle Diag & Grow, qui est un diagnostic des actifs immatériels de start-up. Donc, tout ce qui est ni financier ni immobilier dans les start-up. J'ai fait toute ma carrière dans le public. Donc j'ai quitté, alors non seulement j'ai quitté un emploi salarié, mais j'ai quitté un emploi salarié garanti pour me lancer. Donc la notion de risque, effectivement, elle me parle. Mais justement, comment tu as pris cette décision? C'est vrai qu'on peut tous considérer un peu lourd, parce que tu l'as dit, c'est cette sécurité, tout ça, mais qu'est-ce qui a fait que tu as osé prendre ce risque-là? Alors, la décision, du coup, effectivement, je l'ai prise en tant que femme, mais aussi j'ose espérer que si ça avait été mon mari, ça aurait été la même discussion, en fait. C'est une discussion familiale. Je me rappelle en avoir parlé aussi avec mes filles, avec des choses très bêtes, de dire peut-être que pendant quelques années, il y aura moins de vacances, parce que on va changer de fonctionnement, de revenus, d'essayer d'expliquer, d'être très clair sur ce que ça impliquait sur toute la famille, que peut-être que je serais moins disponible ou plus disponible, j'en savais rien. Donc toutes ces discussions-là, donc en famille, donc c'est effectivement une décision de femmes, de parents, de famille, effectivement, de famille, avec mon conjoint. Et j'ose espérer que la discussion est la même dans toutes les familles où il y en a un des 2 parents qui se lance, et que c'est pas uniquement une discussion côté femme. Voilà. Et puis, pareil, je pense que je me suis autorisée, Sophie, comme toi, quelque part, je me suis autorisée à me lancer une fois que mes filles étaient un petit peu plus grandes. Donc, en fait, je me suis lancée quand la plus jeune est entrée au lycée. Sans doute, je me suis dit qu'elle avait moins besoin de moi au quotidien. Voilà. Même si je travaillais déjà beaucoup avant, je ne suis pas sûre que c'est beaucoup changé le rythme, mais c'est sans doute un blocage que j'avais moi, de me dire je m'autorise à me lancer. Voilà. Merci beaucoup. Là, je vais me tourner plus vers Delphine. Je vois que tu es prête à réagir. Parce que je souris derrière le masque, effectivement. Tu as des enfants qui sont, des enfants qui sont plus jeunes. Oui, tout à fait. Donc là aussi, ce sera intéressant que tu nous dises comment tu arrives à déjà aussi présenter Stirrup, qui est un projet super intéressant, et puis nous dire comment tu as réussi à articuler avec ta vie. Ça marche. Donc moi, je suis Delphine Bart, je suis la fondatrice de Stirrup. Stirrup, ça veut dire étrier en anglais, pour mettre le pied à l'étrier. Et Stirrup, c'est une plateforme qui va transformer des logements vacants en logements tremplins pour des personnes en grande précarité avec le logement. C'est un peu Airbnb solidaire. Alors, moi, je suis effectivement maman de 2 plus jeunes enfants, puisqu'elles ont 8 ans et 4 ans. Et moi, le déclic pour me lancer dans l'entrepreneuriat, après une carrière commerciale où je m'ennuyais à chaque fois, j'étais jamais vraiment épanouie au bout de quelques mois ou années dans un job, c'est mon mari qui m'a dit voilà, tu cherches une solution, elle n'existe pas, fais-le. Voilà. Donc, c'est vraiment lui qui m'a poussée. Et c'est ce qui m'a donné le déclic, parce qu'il y a effectivement toujours cette culpabilité financière de quitter un emploi salarié pour l'inconnu quand on devient entrepreneur. Et alors moi, c'est l'inverse. Alors elles sont jeunes, donc je ne pensais pas encore aux études.
Mais au contraire, le fait d'être dans cette... j'étais pas dans le confort financier, au contraire. J'ai eu une année qui était compliquée parce que pas encore de salaire, parce que voilà. Et ben, ça m'a permis d'aller plus vite. Parce que j'avais lancé un premier projet entrepreneurial avant, donc à la naissance de ma deuxième fille, donc pas du tout dans le confort de qui s'occupe des enfants. Et j'avais à cette époque-là un chômage confortable suite à un licenciement économique. Et en fait, j'ai pris mon temps. Et sur le deuxième projet, donc SteerUp, le fait d'être presque sans filet, ça m'a bougé, puisque du coup, il fallait que je réussisse. Et il fallait que je crée, il fallait que j'ai un salaire rapidement. Et pour répondre à la question au niveau familial, effectivement, c'était une discussion, alors pas tant du coup sur les ressources, effectivement, on a réduit le budget, il y a des choses qu'on a réduit, enfin le superficiel, il y a des choses, voilà, mais ça c'est tous les entrepreneurs, c'est pas que les mamans entrepreneurs. Et par contre, c'était vraiment, mes filles me l'ont dit, quoi, même si elles me voient moins, même s'il y a des trucs qu'on fait moins, je suis épanouie, quoi. J'ai la patate, enfin voilà, elle voit complètement la différence par rapport à avant, et même petite. Donc ça, c'est hyper important. Et après, j'allais dire, je représente, les femmes entrepreneurs, mais plutôt les parents entrepreneurs, du coup. C'est ce qu'on s'était dit au téléphone quand on a préparé. Et voilà. Et donc moi, pendant 1 an et demi, c'est mon mari qui a été le pilier de la maison et qui a permis que je sois pas là dès tôt le matin et pas là tard le soir non plus, quasiment, quoi. Voilà. Oui, ce qui ressort un peu de vous trois, même Ouais. Sophie, je te laisserai la parole après, mais ce qui ressort vraiment, c'est que vous avez un équilibre familial qui vous a permis d'avoir ce terreau propice pour semer cette graine de l'entrepreneuriat. Oui, complètement. Et après, ce qui est assez contradictoire, c'est que moi, dans ma vision, par contre, de l'entrepreneuriat après et des équipes que je vais recruter, je veux être une société signataire du Parental Act et justement de laisser les parents plus... à se poser de moins questions existentielles sur la gestion du fonctionnel à la maison, etc. Tout ça. Donc, il faudra que je me l'applique à moi-même après, quoi. N'hésitez pas à réagir s'il y a des questions ou des réactions en live. On est 6 preneurs et preneuses, j'ai envie de dire aussi. On va mettre ça au féminin. Delphine, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, j'attendais ces questions. Moi, je voulais dire aussi... J'ai vu qu'il y en avait une des deux qui voulait réagir. Je pense que c'est... en tout cas, moi, elles sont plus grandes, forcément, mais c'est aussi une fierté pour les enfants. Moi, je sais que mes filles savent parfaitement pitcher Oriente-toi. On va les inviter alors. C'est des grandes ambassadrices et je pense qu'elles sont aussi très fières de se dire, malgré tout, c'est ma mère qui l'a fait et elle a osé le faire. Et je pense que c'est aussi, on va dire en tant que maman, après on est fiers de savoir que nos enfants en parlent et en parlent positivement malgré les sacrifices, et notamment les vacances, un peu moins de sorties. Voilà. Même si elles ont subi des sacrifices, elles sont fières aujourd'hui de l'expérience et que, moi je pense que quand elles en parlent, elles sont fières de dire maman elle a osé le faire. C'est un peu ça aussi. Je me permets parce qu'on a une question en live. Je sais que tu veux réagir, Laurence, et je te laisse réagir juste après. Est-ce que vous pensez que tout le monde, alors peut-être que je vais féminiser un peu parce que notre sujet c'est entrepreneuriat au féminin, mais que toutes les femmes puissent créer leur entreprise ? Alors moi je veux bien répondre parce que justement je suis sur un projet, en parallèle je suis bénévole sur une association où on essaye de faire en sorte que le numérique soit un accélérateur de la diversité. Et donc oui, moi je pense que tout le monde peut créer. Alors il faut se faire entourer, se faire accompagner. C'est le meilleur conseil que je puisse apporter. Et après, au niveau du timing, le seul timing, c'est d'être dans une situation suffisamment confortable pour tenir, en fait, puisqu'entreprendre, c'est long. Tout ne se fait pas en 3 mois. Voilà. Donc, il faut soit avoir des ressources, soit avoir un plan pour les quelques mois à venir, quoi. Merci. Je vais juste nuancer que tous ceux qui ont envie puissent le faire, parce qu'il ne faut pas non plus vendre ça comme une solution magique, créer une entreprise. Il faut, on y met nos tripes, donc il faut vraiment que ça vienne d'une envie profonde. Mais je reste persuadée aussi que tous ceux qui ont envie peuvent le faire à condition d'être bien accompagnés. Et puis surtout, qu'on n'a pas besoin d'avoir forcément l'idée du siècle ou une idée extraordinaire. C'est les fameux pivots dans le monde de l'entreprise, mais effectivement, les projets, ils évoluent. Il faut avoir quelque chose qui nous tienne à cœur et puis il faut au moins avoir quelques atouts, soit la connaissance
une expertise métier, soit un réseau. Il faut avoir quand même un petit quelque chose au départ. Et puis après, il faut tirer les bons fils pour y aller. Et si je peux juste ajouter quelque chose, une parole qu'a dit Raouti Chey il y a 2 ans, moi, quand je suis rentrée à Euratech, c'est focus. Voilà, c'est avoir le temps et rester concentré sur le projet pour pouvoir le développer correctement. Si on essaye d'entreprendre et de faire plein de choses à côté, c'est compliqué, quoi. Je vais juste me permettre de rebondir sur ce que tu as dit, Delphine, sur le fait d'être accompagnée. Toutes les 3, vous êtes passées par le programme START. Alors, le programme START, c'est un programme d'incubation à Euratechnologies qui dure 80 jours. Tour à tour, je vais laisser la parole à Sophie. Comment tu as vécu en fait ton arrivée dans ce programme-là? Et puis j'aimerais bien avoir 2-3 anecdotes peut-être tour à tour, savoir comment vous avez vécu ce programme START. Tu parlais de rampe d'essai ce matin. C'est ça. En fait, moi je l'ai pris et mon associé aussi. On s'est dit c'est une rampe d'essai, c'est 80 jours pour essayer. Et on verra à la fin des 80 jours si oui, on lance notre entreprise ou si on retourne dans notre activité plus classique, plus standard. Il n'y avait pas, entre guillemets, on ne s'est pas fixé d'enjeu, d'obligation de réussir à la fin des 80 jours. Et c'est peut-être ce qui nous a permis aussi d'aller vite. Dans les 80 jours, c'est que, entre guillemets, on s'est tout permis. Alors, mon associé Kevin, il a créé sur une semaine, on a décidé de participer justement à Numérical grâce à Euratechnologies qui nous a dit voilà, venez, on va vous laisser une place sur notre stand. Et c'est Aude, à l'époque, qui nous a laissé sa place et qui nous a dit vas-y, allez-y, prenez la moitié de ma table, installez-vous. Et à cette époque-là, on l'a su une semaine avant. Et en une semaine, Kevin, il a créé un jeu, il a inventé, et ça nous a permis de récolter des données pour avoir un dataset pour créer une intelligence artificielle. Et on a vu qu'il y avait vraiment, oui, un public qui était intéressé par notre projet, par notre sujet, qu'il y avait des entreprises qui étaient intéressées et donc qu'il y avait moyen en effet de créer un business autour de ça, parce que c'est bien d'avoir l'idée. Après, j'ai envie de dire, nous, techniquement et au niveau de l'idée, ça allait. Après, c'était trouver le modèle économique dans un système où, en France, c'est quelque chose qui est souvent pris en charge par l'État. Donc, c'était pas évident de trouver le bon modèle économique. Et donc, il fallait aussi trouver ça. Et on s'était dit, pendant 80 jours, on va faire le tour de tous les sujets pour savoir si oui ou non on se lance. Bon, au bout des 80 jours, c'était une vraie rampe d'essai puisqu'on a dit OK, on y va. Et on avait un pré-proto et on a vraiment développé le proto à la suite de ça. Et dans les mois qui ont suivi, on a créé l'entreprise et on s'est installé à Euratech. Merci, ça a été une belle réussite puisque maintenant tu t'es installé. Oriente-toi. C'était un combat de tous les jours. Je dirais ça a été une première année financièrement très lourde et complexe. Mais on a réussi puisqu'aujourd'hui on a été sélectionné sur des appels d'offres publics. Donc, félicitations. Merci. Et en tant que femme, moi, c'est aussi ça qui m'intéresse. Quand vous êtes arrivée à Start, quelle était votre impression parmi les autres incubés? On sait qu'à Euratechnologies, c'est beaucoup d'hommes, mais tu as parlé un peu par exemple du profil de Kevin qui est ici, mais qui a un profil plus tech d'après ce que j'ai compris. Quel a été aussi votre rôle? Est-ce que vous êtes un peu assimilé, acclimaté à la tech? Là, je vais laisser Sophie brièvement et puis après on va passer à moi, la tech ne me posait pas de soucis puisque je travaillais déjà dans ce domaine-là avant et même si je ne code pas directement, je comprends en fait et pour en avoir recruté beaucoup, je connais l'envers du décor et donc ça ne me fait pas peur quand on me parle de code, d'intelligence artificielle, de développement, etc., d'algorithme. Écrire un algorithme, je pense que tout le monde se dit « Oh là là, c'est complexe », mais non, c'est de la logique en fait. Donc ça, moi, je savais déjà comment on faisait, donc je n'avais pas de soucis par rapport à ça. Donc ce monde tech ne me faisait pas peur et c'est vrai que travailler avec des hommes, j'ai envie de dire, c'est assez simple. Donc, moi, je ne me suis pas sentie exclue en tant que femme du dispositif, en tout cas. C'est exactement ça le message qu'on va faire passer aujourd'hui. Laurence, de ton côté? Alors, les deux questions. Ce que a amené le programme START et puis... alors, ce que ça m'a amené, moi, c'est effectivement... ça m'a confortée dans des choses que je savais faire, mais sans vraiment savoir que je savais les faire. Voilà, donc des fois, ça fait du bien de se rassurer sur ses compétences. Ça m'a amené du réseau, parce que j'habite à Lille, mais j'étais sur un poste qui était basé à Paris. Donc, en fait, j'avais aucun réseau local. Et quand je pense vraiment que créer une entreprise sans avoir un réseau autour de soi, c'est extrêmement compliqué.
Ça m'a amené des amis, je vais le dire, des discussions, des doutes, des apéros. Je regarde Delphine. Des apéros où on refait le monde et on échange sur nos doutes et savoir qu'il y a toujours quelqu'un avec qui on peut échanger, qui passe par là. Ça fait du bien parce qu'effectivement, la vie de créateur d'entreprise, elle est faite de hauts et de bas. Et des fois, les hauts et le bas sont dans la même journée. Et ça fait du bien de pouvoir échanger et de ne pas se retrouver isolé. Et puis la deuxième question, je l'ai déjà oubliée, excuse-moi Pauline. En fait, je voulais tout simplement avoir quelques anecdotes. Et aussi par rapport à ton profil, comment tu parlé ton associé. Alors moi, j'avais déjà aussi un pied dans la tech, je manageais des équipes tech, donc j'étais habituée au vocabulaire tech. Peut-être le message à faire passer, c'est que dans la tech, il y a de la place pour les non-tech. Et c'est important de le rappeler qu'à Euratechnologies, il n'y a pas que des informaticiens et des développeurs. Il y a besoin, comme dans toutes les entreprises, il y a besoin d'autres compétences. Mais c'est effectivement, il faut avoir une ouverture d'esprit pour pouvoir s'intéresser, comprendre les enjeux et ce qui se passe dans le numérique, mais il y a besoin d'autres profils. Moi, ce qui m'a rassurée quand je suis arrivée dans le programme, c'est que, 1, je n'étais pas la seule femme, et 2, je n'étais pas la plus vieille. Des fois, ça fait du bien, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a l'âge aussi. Quand on crée après 45 ans... T'inquiète pas, même à 32 ans, on me le fait remarquer. Donc, voilà, non, mais on se pose la question, en fait, de... qu'est-ce que c'est le programme ? Est-ce que je ne vais pas être complètement isolée au milieu de jeunes hommes qui sortent d'écoles d'ingénieurs ? Tu avais l'image de geek, en fait. Je ne sais pas si j'avais une image, mais j'étais contente que ce ne soit pas ça. Voilà. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est important. Et puis, effectivement, il y a d'autres femmes avec qui échanger, d'autres hommes aussi, bien sûr. Mais c'est toujours sympa de savoir qu'on n'est pas toute seule. Merci beaucoup. De ton côté, Delphine ? Alors, de mon côté, pour les anecdotes de start, effectivement, on peut parler d'apéro. Parce que, non, moi, en arrivant en start, donc batch 8, il y avait quand même pas mal de femmes. On était quand même plusieurs. Et on était aussi pas mal de plus de 30-35 ans. Donc, voilà. Donc, l'image, justement, geek, etc., ils étaient vraiment minoritaires, quoi. Et donc oui, il y avait une bonne ambiance, vraiment un respect. Et je reviens encore à l'apéro, puisque la différence peut-être du côté entrepreneuriat au féminin, c'est le fait de vouloir justement peut-être ajouter de la convivialité. Donc voilà, c'est pour ça on sourit, parce qu'on essaye souvent de réunir les gens autour d'autres choses que juste discuter des startups, des projets, mais aussi discuter du quotidien de l'entrepreneur, en fait, homme ou femme. Et voilà, et ça rassemble. Et ça, c'est hyper important dans le fait de passer par Start, de se créer un réseau, qu'il y ait une cohésion, une solidarité entre les entrepreneurs et entrepreneureux. Ouais, c'est très important. Merci. On a une nouvelle question en ligne qui dit tout simplement quelles ont été On va commencer par les principales difficultés pour ensuite rebondir sur les grandes réussites. Laurence, je vais revenir vers toi. Ce matin, on a échangé toutes les deux et tu m'as dit, si j'avais su, j'aurais tenté l'aventure avant, je me serais lancée plus tôt. Alors, la difficulté du coup de création d'entreprise, c'est vrai que tu m'as demandé si j'avais toujours pensé créer une entreprise et je t'ai répondu, non, en fait, je pense que j'y avais jamais pensé parce que ça n'allait pas de soi. Je travaillais pour un établissement public, j'ai fait mes études à l'université où j'ai jamais entendu parler de création d'entreprise. Autour de moi, pas de créateur d'entreprise. Donc, c'était pas quelque chose de naturel et d'inné chez moi. C'est venu parce que j'avais l'impression d'être enfermée dans une case qui était trop petite pour moi et que j'avais envie de pousser les murs de la case. Et que finalement, le meilleur moyen, c'est un peu ce que disait Delphine quand son mari lui a dit si tu ne trouves pas, crée-le. C'est pareil, j'avais envie de changer. Je regardais les offres d'emploi, il n'y avait rien qui me faisait envie parce que j'avais toujours l'impression que c'est pas présomptueuse de dire que ça ne correspondait pas à mes capacités, mais quelque part quand même ça. C'est-à-dire que j'avais envie d'avoir une vision à 360 degrés et pas d'être dans une case sur une petite partie d'action, envie de faire beaucoup de choses en même temps. Donc voilà, c'est ça, c'est ce qui m'a amené à créer. Est-ce que c'est une difficulté ?
Oui, parce que c'est une culture que je n'avais pas. C'est-à-dire qu'effectivement, cette culture de création d'entreprise, et je te racontais tout à l'heure, c'est aussi parce que je viens d'un milieu modeste où ça ne va pas de soi de créer une entreprise, ou même, et ça va même, enfin, je vais dire, ça va même pas de soi en tant que femme de travailler. Hein, je vais aller un peu plus loin. Et je te disais un truc que je trouve drôle. Hein. Mon père continue de me demander régulièrement comment ça se passe pour le travail de mon époux, mais ne me pose jamais la question pour moi. Mais il n'y a pas de méchanceté, c'est simplement que ça ne lui vient pas à l'esprit de me poser la question « Et ton job, et ta boîte, comment ça se passe ?» Voilà. Mais parce que c'est culturellement comme ça, ma maman était au foyer, et c'est une reproduction de schémas qui sont établis, qui sont culturels. Donc effectivement, être femme entrepreneur, ça ne va pas forcément de soi dans toutes les familles. C'est des changements qui s'amorcent aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis, effectivement, il y a nos filles derrière. J'espère qu'elles oseront plus tôt. On va les inviter. De ton côté, Sophie, si tu devais peut-être nous expliquer si tu avais eu une difficulté, un frein ou... Je pense que pour nous, après, là, c'est plus la difficulté aussi des fois de parler d'argent. On est dans un univers, alors Euratechnologies, c'est connu aussi pour les levées de fonds, avec plusieurs zéros. Je pense qu'on est 3 entrepreneurs qui ne se reconnaissons pas forcément dans ce système très financier. Et que ce soit mon associé ou moi, le côté financier, on a besoin de vivre en fait. On a besoin d'avoir un salaire à la fin du mois, mais on n'est pas devenu entrepreneur pour devenir riche. Et c'est des fois pas l'image que reflète Euratechnologies, où on nous dit « Ah ouais, vous êtes chef d'entreprise à Euratech ». Et c'était peut-être ça la plus grande difficulté pour nous. C'était la première année de trouver le bon modèle économique qui a du sens pour nous. On a dû se battre pour garder ce sens et pour dire non, on est une entreprise à Euratechnologies dans l'intelligence artificielle, avec des statuts de l'économie sociale et solidaire, et on y tient. Et on ne changera pas ces statuts d'économie sociale et solidaire pour une levée de fonds à plusieurs... avec des beaux chiffres. C'est pas pour ça qu'on a créé. Et notre première année, on a peut-être dû se justifier dans ce monde-là. Et ça a été dur de devoir justifier ça, en tout cas, de justifier du statut économie sociale et solidaire. Et on fait ça nous, on a fait ça pour aider, pour créer quelque chose qui puisse aider les jeunes et pas pour devenir riche demain, surtout. Après, surtout pas. C'est loin d'être notre but. À ce propos-là, j'ai juste un autre chiffre à vous donner, en fait, tu parlais de levée de fonds, mais aussi de modèle économique, qui va peut-être vous faire réagir, en fait. C'est toujours selon l'INSEE, en fait. C'est en 2017. Les femmes, en fait, qui ont levé des fonds, elles représentent seulement 15% des boîtes dans le numérique et dans la tech qui ont levé des fonds. Est-ce que ça vous fait réagir un peu ce chiffre ? Alors, je pense que ça ne nous surprend pas, aucune des trois. Effectivement, on a... Alors, j'aime vraiment pas faire des généralités de genre, mais le fait est... je rappelle, on est vraiment pas là, c'est pas le but. Le fait est que je trouve qu'il y a 2 choses qui nous rassemblent toutes, puis il y en a d'autres qui auraient pu être là. C'est qu'on ne crée pas une entreprise pour devenir riche, mais pour pouvoir financer d'autres projets, parce que je pense qu'on a toutes des idées et qu'on a envie de faire et que ça sert à ça. Et puis sans doute qu'on doute plus et que du coup, alors c'est pas qu'on se sous-estime, mais qu'on se survalorise pas. Et il y a quand même beaucoup, effectivement, de créateurs de start-up qui se la pètent un peu plus que nous, on a tendance à le faire. Voilà, je vais le dire comme ça. C'est bien dit. Merci. On a une autre question. Là, je vais croiser le regard de Delphine, tu t'en doutes. Vous êtes plusieurs à créer actuellement une seconde boîte. Tu as parlé de la première. Est-ce que tu as pris goût en fait, à l'entrepreneuriat ? Comment tu t'épanouis aussi dedans en tant que femme ? Oui, complètement. Alors, on y prend goût. Moi, j'avais déjà un tempérament entrepreneur à vouloir être sur pas mal de projets en même temps. La différence, c'est que quand on est sur un projet, on se rend compte que c'est tellement prenant qu'il faut vraiment être concentré dessus. Donc, on ne peut plus se disperser, en tout cas, sur plusieurs créations en même temps. Oui, moi, j'ai le projet encore ensuite de créer, mais quand StirUp aura passé un cap. Mais oui, on y prend goût. Je pense que c'est vraiment...
un état d'esprit. Quand on commence à entreprendre, ce qui est génial, tu parlais des difficultés et des réussites. Moi, je garde en tête que les réussites, parce que le premier projet, ça n'a jamais abouti, donc on pourrait dire que c'est un échec. Il y a plein de trucs qui m'ont servi pour aller plus vite sur le deuxième projet. Et en fait, quand tu commences à entreprendre, tu es libre. Tu te rends compte que tout est possible, en fait. Ça dépend de ce que tu veux en faire. Et ça, c'est grisant. J'ai des frissons en le disant. Là. Mais, d'ailleurs, tu peux nous parler de ce que tu as retenu, peut-être, comme tu t'appelles ça un échec, mais au final, tu as appris plein de choses. Ah oui, j'ai appris énormément. Alors déjà, j'ai appris tous les rouages, des mécanismes de financement, des aides, etc. Donc quand je suis arrivée à Euratech, je connaissais tous les filons. Ça m'a permis d'aller très vite, demander les bonnes choses, les bonnes aides. J'ai appris aussi à connaître l'écosystème. Le réseau est hyper important. À Euratech, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut t'aider ou qui a déjà vécu la même chose que toi. Donc, j'ai été beaucoup plus vite. Et puis, j'ai appris aussi qu'il fallait aller plus vite. Je m'étais laissé vivre un peu sur le premier projet. Et voilà. Et il y avait beaucoup de techniques dans le premier projet. Et moi, je ne suis pas technicienne. Voilà. Et je me suis dit, si je refais un projet, déjà, c'est pas qu'il y aura moins de tech, mais en tout cas, s'il y en a, je trouve tout de suite les bonnes personnes pour m'accompagner. Enfin, voilà, faut pas que ce soit une barrière. Voilà. Donc, ce que je retiens, c'est que tout est possible. Il faut se donner les moyens. Il ne faut surtout pas avoir peur de tester. Maintenant, moi, je suis en mode crash test en permanence. Tu testes juste un petit changement, c'est pas grave, même si toi, tu as l'impression de ne pas avoir fait grand-chose. En fait, à chaque fois, tu évolues. Et puis, du coup, si ça ne marche pas, tu peux vite corriger ou vite, au contraire, encore améliorer ou booster. Donc, c'est ça. Être en mode se permettre, s'autoriser à échouer. Parce que si un truc ne marche pas, on le change. C'est pas un vrai échec, hein, on est d'accord, mais voilà. Et foncer. Super. Je vais me tourner aussi vers Sophie et Laurence, peut-être Sophie en premier. Tu as parlé de leçons. Je parle aussi, pour moi, c'est une vraie réussite, hein, ce que tu dis, le fait d'avoir acquis toutes ces compétences-là. Est-ce que toi aussi, tu aurais une réussite dans le projet Oriente-toi, une réussite en tant que chef d'entreprise aujourd'hui à nous faire part et à faire part en direct à tes filles, par exemple? Nous, on a une expérience qu'on a gardée, on va dire, dans le cœur. Et quand il y a des jours où, oui, ça va moins bien que d'autres, on repense à cette expérience qu'on a vécue quand on était encore en phase de prototypage. Et donc, on a prototypé avec l'ensemble des acteurs. Donc, nous, c'est dans l'orientation. Donc, on était là dans un établissement scolaire avec un prof et avec une classe. Et un prof volontaire, très motivé, qui nous dit non, mais ton truc, là, c'est top, mais ça va marcher avec toute la classe, mais avec cet élève-là, ça ne marchera pas. Et on a dit quoi ? J'étais étonnée, moi, de cette réaction-là. Et le prof nous dit non, mais pour lui, c'est foutu. Un gamin de seconde, c'est foutu. C'est un décrocheur, c'est foutu. De toute façon, il vient parce qu'il est obligé, mais c'est un décrocheur. Et je dis écoute, je vais aller le voir, on va essayer. Et en fait, il a joué, il a essayé, il nous a dit c'est top. En fait, j'aime bien. Et il a découvert des métiers, notamment les métiers de l'énergie, et il a découvert ce que c'était que l'alternance. Et ce jeune, le prof, lui, il a un retour sur un tableau de bord et je lui dis tiens, regarde, t'as vu, etc. Ça peut peut-être être intéressant, tu vois, il a quand même une porte de sortie. Il faut peut-être lui en parler justement de l'alternance et de dire qu'il y a d'autres voies que la voie scolaire classique. Et donc ça, c'était avant la réforme de la voie professionnelle. Donc il y avait quand même des freins à l'entrée de la voie professionnelle pour ce jeune-là. Et je dis, mais ce serait intéressant d'en parler avec lui et d'en parler avec ses parents. Ce prof l'a fait. Et ce jeune, à la rentrée suivante, il est rentré en apprentissage chez EDF. Et c'était un des premiers de sa classe en bac pro. Et quand ça ne va pas, quand on se dit, mais pourquoi on fait ça ? Est-ce que ça marche ? On repense à lui et on se dit, ne serait-ce que si ça a marché que pour lui, on a réussi. Et si je rebondis sur, en effet, quand tu disais les échecs, en effet, quand on fait oui, alors des fonctionnalités, j'ai envie de dire, on en sort souvent dans la tech. Les utilisateurs ne se rendent pas compte, mais souvent, il y a des fonctionnalités qui sortent et qui n'aboutissent pas, simplement parce qu'on est en effet en mode crash test. Alors, pour moi, ce n'est pas des échecs, c'est des essais qui n'ont pas trouvé preneur, tout simplement. Mais si on n'essaye pas, on ne va jamais réussir. Et c'est comme quand on apprend, moi j'ai souvent ce parallèle-là, quand on apprend à marcher, on tombe, pourtant on se relève, on recommence. Et c'est vrai que quand notre enfant, la première fois, quand il marche, il tombe, on ne dit pas « oh là là, il ne va jamais réussir ». On prend les précautions pour pas qu'il se fasse mal, mais on le laisse recommencer. Donc ce n'est pas des échecs, c'est simplement à force d'essayer.
puis on lui met des coussins et après il repart. C'est ça. Et puis pour finir, après, il sait marcher. Comme vous avec vos Voilà. super boîtes. Laurence, tu veux réagir peut-être sur des belles réussites C'est pareil, en fait. Les réussites, c'est chaque fois qu'il y a un client qui est satisfait et qu'on a l'impression d'être utile, en fait. C'est pour ça qu'on fait. Puis ici, une autre réussite, j'ai accueilli ma fille aînée en stage et c'était chouette de pouvoir travailler avec elle. Donc ça, c'est aussi c'est des bons moments. Elle s'est aussi bien pitchée. Mais bientôt, elle va bientôt arriver. Vous allez voir. On va faire une session spéciale. Ça pourrait être sympa. Mère et fille. C'est ce que j'allais dire, un reverse pitch comme ça. Non. Mais effectivement, je crois qu'on fait tout ça pour être utile. Pour être utile et utile à des clients. Alors, l'utilité, c'est pas forcément. On n'est pas forcément en train de révolutionner le monde. Mais en fait, chaque fois qu'en face, on a quelqu'un à qui on a vendu un service, un produit et qu'il est satisfait, moi, ça me suffit. Si en plus je peux en vivre, c'est encore mieux. Mais rien que de savoir qu'on est utile, c'est déjà beaucoup. Ça te permet de te sentir plus épanouie. Exactement. Au quotidien. Pareil, ça s'est ressenti pour toutes les deux aussi. Une autre question, je pense que ça va être une des dernières. Tout simplement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour vos projets, Delphine ? Moi, on peut me souhaiter plein de clients, c'est-à-dire plein de propriétaires de logements vacants qui vont me prêter des logements pour mettre à l'abri plein de gens. Voilà. Il y a la caméra qui est là, n'hésite pas à demander, par exemple. Oui, tout à fait. Donc, des propriétaires de logements vacants, ça peut être des marchands de biens, des grands groupes, par exemple Orange, même SNCF, etc. Pourquoi pas EDF ont des logements qu'ils n'utilisent pas et qui vont vendre un jour, ils peuvent me les prêter parce qu'en plus, je suis sympa. StirUp va leur faire économiser beaucoup d'argent, 60% du loyer qu'ils auront offert aux personnes qui étaient en précarité avec le logement. Donc voilà, donc c'est ça qu'on peut me souhaiter. Et comment on peut prendre contact avec toi à ce moment-là ? On peut me contacter à delphine@stirup.fr. Merci. De ton côté, Sophie, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton projet, pour ta boîte? Alors, Pardon, nous, on est soumis à des appels d'offres publics. L'orientation reste un sujet qui est aujourd'hui sur la compétence des régions. Donc, on a eu un premier projet avec la région Hauts-de-France et on souhaite le faire encore évoluer. Et on souhaite obtenir les autres régions, les autres branches professionnelles également, et de développer un maximum de marques blanches pour pouvoir être utile à un maximum de jeunes gratuitement pour le jeune. Alors forcément, c'est payant pour les institutions, pour les régions, mais nous, ce qu'on veut, c'est que l'utilisateur final n'ait rien à financer. Donc c'est plutôt, en effet, aujourd'hui, des appels d'offres sur lesquels on est positionné, et c'est ça qui est lourd. Et après, on est en train de créer, nous, ce qu'on appelle un connecteur de talents, où on va pouvoir, en effet, ça va sortir bientôt, normalement. Il y a les développeurs qui travaillent dessus. Et on a développé un nouveau projet et un nouveau sujet qui est connecter les talents des jeunes qui sont en sortie d'études vers leur premier poste en alternance sur lequel ils n'ont pas encore de compétences. Donc souvent, ils ont des CV qui sont très vides. C'est difficile pour les entreprises de regarder ce CV un peu vide et ils ont du mal à se projeter. Donc nous, on leur permet de donner leurs soft skills, justement, et de donner leurs aptitudes pour pouvoir répondre à ces offres d'emploi. Merci Sophie, ça promet, je pense, qu'il y a pas mal de choses à faire quand on voit Parcoursup notamment. Laurence, de ton côté? Alors, moi, ce que je souhaite, avec Diag & Gros, c'est plein de structures d'accompagnement, de financement de start-up qui ont envie de se pencher sur le capital immatériel des start-up, c'est-à-dire la création de valeur non financière qui est de plus en plus importante. Donc, on a mis au point un outil qui tourne, où on peut faire un diagnostic de tout ce qui est invisible dans les start-up d'habitude. Donc, on soulève le capot pour dire comment la start-up tourne, comment le moteur tourne. Donc voilà, c'est les projets des prochains mois, trouver plein de nouveaux clients. On va dessus de près avec Cura Technologies, vu que tu viens d'intégrer la nouvelle promo. On va refaire un dernier tour de table pour vous laisser le mot de la fin. Laurence, on te laisse ce mot de la fin et après on terminera de ceci. Si vraiment on a Je veux dire, quel conseil tu aurais à donner aux femmes, mais aussi aux hommes qui sont là derrière leur écran pour oser se lancer, des conseils comme Delphine l'a fait aussi. Que leur dirais-tu? Alors, vraiment, si on a envie d'y aller, il faut y aller déjà, première chose. Se rapprocher de structures de type Euratech, mais il y en a d'autres dans la région suivant le type de secteur, parce que c'est vraiment essentiel. Et je pense vraiment pour voir ce qui se passe dans d'autres régions,
on a une vraie chance ici dans les Hauts-de-France d'avoir un réseau d'accompagnement qui est extrêmement structuré et extrêmement performant. Donc il faut en profiter. Et puis se poser les bonnes questions, voilà, ne pas trop douter et puis tester. Et puis effectivement, il n'y a pas d'échec, on apprend. Voilà, donc faut vraiment y aller en se disant on verra bien ce que ça donne et quoi qu'il arrive, alors y compris dans une perspective d'emploi, de retour à l'emploi, c'est pas une tâche sur un CV d'avoir essayé de monter une entreprise même si on s'est planté. Pas du tout. De cela, je rebondis sur toi, Delphine, par rapport à ce que vient de dire Laurence. Ouais. Quel conseil tu aurais à donner? Alors moi, mesdemoiselles, mesdames ou messieurs parents aussi, puisque ça fait partie les parents entrepreneurs, venez discuter avec les femmes ou les hommes qui entreprennent. Côté féminin, il y a une vraie grande solidarité ici et même partout en France. Il y a des réseaux d'entraide. On pourra donner tous nos tuyaux, partager justement nos difficultés aussi, mais donner envie avec toutes les réussites. Partager notre réseau professionnel aussi. Voilà, n'hésitez pas. Déjà, le premier pas, c'est peut-être de venir rencontrer ceux qui aident à l'entrepreneuriat ou celles qui entreprennent. Voilà, donc le mail est ouvert. N'hésitez pas. Voilà, premier pas, faut y aller. Merci. Sophie? Moi, je dirais en effet pareil, oser pousser la porte, oser dire. Alors, la voix d'une femme comme la voix d'un homme sur l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire, c'est kiff-kiff. Oser dire, faut tenter. Et même si on est une femme, faut tenter. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Comme disait Delphine, en effet, il y a plein de réseaux. Il y a moyen d'avoir des marraines dans plein de réseaux pour pouvoir être accompagné si jamais, en effet, vous ressentez ce besoin. Et c'est souvent assez formateur et assez utile d'avoir ces marraines et savoir ces accompagnements qui peuvent être complémentaires, évidemment, à des réseaux d'entrepreneuriat et à des incubateurs comme celui d'Oratech. Et il y a plein de choses possibles pour oser. Donc, il faut oser en parler, oser essayer. Je pense que c'est ça. Pour moi, il n'y a pas d'échec, en effet. C'est vraiment oser. Moi, je veux juste rajouter quelque chose, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Et mesdemoiselles, même étudiantes, venez essayer, puisqu'il y a des statuts d'entrepreneurs étudiants, avec des aides, etc. Donc voilà, c'est vraiment ouvert, il faut y aller. Merci Delphine. Tu fais la transition sur ce que je voulais dire, dans le sens où il est vrai qu'on a vu 3 mamans entrepreneurs et j'étais ravie vraiment de vous avoir toutes les 3 avec moi. Je trouve ça super intéressant. On espère aussi que ça vous a intéressé derrière votre écran. Peut-être que ça vous a donné envie d'en savoir plus sur les 3 projets. Donc, je rappelle juste Delphine avec SteerUp. N'hésitez pas à la contacter. Elle a donné son mail en direct, mais je pense aussi à LinkedIn. C'est un réseau social qui marche plutôt bien. Pareil, là, osez contacter peut-être vos futures marraines. Tu as parlé de ce côté marraine. Ça peut être ça, peut-être dans le futur, on ne sait jamais. N'hésitez pas à contacter aussi Sophie avec Oriente-toi et Laurence avec Agilipi. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Moi-même, je veux aussi m'exprimer. C'est tout simplement, si vous avez envie d'entreprendre, n'hésitez pas à nous contacter ici à Euratechnologie, tout simplement sur l'adresse start@euratechnologie avec un s.com. Et puis, on vous dit à bientôt. Et justement, par rapport aux maman et au côté étudiante entrepreneur. Peut-être qu'il y aura un futur épisode avec toujours les femmes dans l'entrepreneuriat, mais pour des étudiantes cette fois-ci. Et peut-être avec vos filles, on ne sait jamais. On va voir comment on arrange ça. On va monter un concept, peut-être une start-up. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci à toutes les 3.